un petit peu voyager en Afrique et je vais vous présenter notre stratégie d'étude des causes de fièvre en Afrique. Alors, vous savez que les maladies infectieuses, c'est une des premières causes de mortalité en Afrique, que la malaria, c'est la cause la plus connue, et pendant très longtemps, le diagnostic de malaria, de paludisme, était fait par défaut, et toutes les autres causes étaient considérées comme inexistantes, en droit inexistantes. Avec les programmes de lutte contre le paludisme, notamment les distributions de moustiquaires imprégnés, le développement et la distribution des tests de diagnostic rapide, on s'est aperçu dans un premier temps qu'il y avait une réduction du paludisme, mais aussi on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de tests de diagnostic rapide qui étaient négatifs, et donc on n'avait pas de diagnostic pour ces patients. Donc on s'est posé la question sur ces causes de diagnostic, et nous on s'est donc penché sur la recherche des bactéries. Alors, comme on est en Afrique, il fallait réfléchir à une stratégie. Alors, pour commencer, en Afrique, tous les chemins ne sont pas tracés. Donc là, c'est lors d'une mission entre la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Et même quand on a un chemin qui se propose à vous, il faut toujours se méfier. Donc là, vous avez la déviation. Si vous la suivez, elle vous conduit directement dans le précipice. Donc, il a fallu quand même réfléchir aux stratégies que l'on allait entreprendre, parce qu'il y a un minimum de contraintes en Afrique. D'abord, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire que dans les zones rurales, on ne pourra pas faire des techniques de culture simple, ça n'existe pas. Pour réaliser les prélèvements, ne serait-ce qu'un prélèvement sanguin, il n'y a pas le matériel non plus. L'accès à l'électricité, c'est limité et impossible. En plus, selon les saisons, il fait chaud, il fait humide, il y a les nuisibles, les moustiques, les moutons et les fourmis maintenant. Donc il faut composer avec tout ça. Et donc il faut arriver aussi à trouver une zone d'études qui nous permettra de recruter des patients et des contrôles, et surtout d'avoir du personnel. Alors, notre stratégie a commencé par des travaux qui ont été menés dans la station de recherche de Dielmo. C'est dans le sud du Sénégal, à 300 km de Dakar. Donc, c'est une station qui a été construite par l'IRD et l'Institut Pasteur de Dakar à l'époque. Et ça a été construit en 1990. Et le premier objectif de cette station, c'était de faire donc, des études sur le paludisme. Cette station, il y a un dispensaire, ça couvre 2 villages, Dielmo et Ndiop, de 500 habitants chacun. Il y a des infirmières, techniciens, investigateurs, et comme le laboratoire de la Timone, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'était une station de recherche qui était au départ opérationnelle pour le paludisme. Nous, qu'est-ce qu'on a choisi comme outil de diagnostic ? C'est de partir tout d'abord de prélèvements réalisés au bout du doigt du patient, donc de 4 gouttes. Les premières étapes d'extraction étaient réalisées directement dans le village. Donc on a aussi un système de pompe manuelle qui nous permet de faire l'extraction de l'ADN sans avoir recours à l'électricité, puisque quand on a commencé nos travaux là-bas en 2008, il n'y avait pas d'électricité. Et l'étape finale, elle est réalisée en France, où on finit d'extraire l'ADN pour réaliser une série de PCR quantitatives, où on va rechercher le paludisme, les rickettsia, Borrelia, Coxsackie burnetii, Bartonella trophirima vocli, d'autres bactéries plus communes comme Staphylocoque et Streptocoque. Et donc toutes ces techniques vont être interprétées en ciblant 2 séquences cibles de chacun des micro-organismes. Alors, pour commencer, on a évalué donc la faisabilité de cette stratégie en commençant par une étude préliminaire sur 200 patients. C'est ce qui nous a permis de voir que notre technique était opérationnelle, qu'on avait une excellente qualité de l'ADN, et ça a permis d'avoir une première association entre les micro-organismes notamment émergents et les causes de fièvre. Et dans cette étude préliminaire, les 2 découvertes les plus importantes qu'on ait fait, ça a d'abord été de retrouver Rickettsia felis comme cause de bactériémie, donc chez 4,4% des patients. Et il faut savoir qu'au même moment où on faisait nos travaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, au Kenya, notre équipe peut réaliser les mêmes travaux et retrouver à peu près la même prévalence que nous. La seconde découverte que ces travaux préliminaires m'ont permis de découvrir, ça a été aussi la présence de Trophirima vocli, qui est la bactérie agent de la maladie de Whipple,
dans des prélèvements donc, de bactériémie, de patients fébriles avec bactériémie, dans 6,4%. Et ce qu'on avait observé, c'est que c'était surtout des enfants et qui présentaient de manière significative une toux et que la présence de la bactérie dans le sang n'était pas associée à la présence de la bactérie dans les selles. Donc ça, c'était les travaux préliminaires. Nous avons ensuite étendu à des travaux de grande échelle. Donc on est passé de 200 patients à plus de 2000 patients. Nous avons aussi dans ce travail notamment inclus des contrôles négatifs. Et donc cette étude à grande échelle a permis d'une part d'affiner nos données, mais surtout grâce à l'inclusion d'un contrôle groupe, c'est-à-dire de patients non fébriles et a priori en bonne santé, prélevés au même moment que les patients et dans la même zone d'étude. Ça nous a permis d'affiner l'interprétation de nos résultats et d'optimiser le lien de causalité entre la présence d'un micro-organisme et la fièvre. Alors, ces contrôles négatifs, pourquoi ils sont nécessaires? Eh bien, il faut savoir que ces dernières années, eh bien, on a retrouvé un certain nombre de pathogènes bien connus dans des prélèvements de sujets sains. Tout d'abord, donc, dans les virus respiratoires, notamment le virus grippal, trouvé jusqu'à 12% des prélèvements nasopharyngés chez des gens revenant du Hajj et qui n'avaient aucun symptôme. Des travaux sur le paludisme ou sur les études au Gabon, on a retrouvé 13% d'enfants affébriles positifs. Alors, ces données n'ont pas été trouvées que par nous, il y a d'autres équipes. Pour le paludisme au Sénégal, une étude a montré jusqu'à 32% de positifs donc par PCR chez des personnes sans fièvre. Et enfin, une étude très récente faite en Tanzanie, donc par PCR, a détecté l'ADN de Streptococcus pneumoniae dans 6,3% des personnes sans fièvre et entre guillemets en bonne santé versus 5,1% de positifs parmi les patients fébriles. Donc vous voyez qu'il y a une interprétation différente des données quand on a les groupes contrôle. Alors nous, dans notre étude élargie au Sénégal, donc je vous ai dit au départ on était à Diamonium, on a fait 4 autres zones géographiques du Sénégal, pouvoir avoir un panel de biotopes différents. Alors, qu'est-ce qui ressort principalement dans cette étude? Rickettsia felis, on l'a retrouvé de partout, chez 15% des patients fébriles, mais on en a retrouvé aussi chez 4% des sujets sans fièvre. On a aussi Trophérima repli, ça a été retrouvé chez 4% des sujets fébriles et chez un contrôle sur les 385 testés. Donc je vais vous parler un peu plus de la bactériémie de Trophérima repli, puisque pour la première fois, on a observé un événement assez étonnant, c'est qu'en réalité, la quasi-totalité des cas qu'on a diagnostiqués dans notre étude qui allait de mars 2010 à juin 2012, ça a été en août 2010, où pratiquement 60% des patients qui ont été testés à Diano et Diop et qui avaient de la fièvre étaient positifs pour Trophérima repli. En plus, pour 8 patients, on a pu génotyper la souche et c'était un nouveau génotype commun. La plupart des cas étaient groupés donc dans les mêmes concessions où les gens habitaient, et notamment la concession 39, où il y avait beaucoup de cas. Et c'est dans cette concession 39, à l'époque, il y avait un boulanger qui fournissait tout le monde en pain. Et à la fin de l'année 2010, quand la famille a quitté le village, le four a été fermé et on n'a plus eu de cas de Trophérima repli, donc peut-être que le boulanger était la source de cette petite épidémie. Alors, nous avons étendu notre zone d'études à d'autres pays. Donc, en plus du Sénégal, on a des travaux donc, en cours au Gabon. C'est là où on a retrouvé 13% de paludisme positif chez les patients sans fièvre, enfin chez les sujets sans fièvre. On a trouvé en Guinée, donc on a des études sur 2 sites en Guinée, et là on a trouvé sur les dernières données 40% de sujets sans fièvre positifs par PCR pour Plasmodium falciparum, et donc on a aussi en Côte d'Ivoire une nouvelle zone d'études. Alors, donc, ces travaux, vous avez compris, on faisait les prélèvements en Afrique et la fin des PCR était faite en France. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est un transfert de technologie. Donc, vous connaissez le port de Marseille, et bien il y a le même en Afrique, et ça s'appelle le Sénéport à Diagno. Donc, on a les mêmes stratégies diagnostiques.
Alors pour les réactifs, ce sont des réactifs lyophilisés qu'on prépare à Marseille. Les mix lyophilisés sont préparés à Marseille, sont envoyés à Dakar puis en Brousse. Et donc on a vu que ces mix étaient valables pour une durée, ça a été testé jusqu'à 15 mois de recul, sont toujours efficaces. On a construit au niveau du dispensaire une petite pièce avec un don qu'il fallait isoler, thermo-isoler, donc un double mur en briques. Il y a de l'air conditionné. Alors, c'est pour protéger des insectes et des poussières. Pour entrer, il y a un petit sas. On n'a pas la timone, il y a un petit sas pour pouvoir entrer, ce qui permet aux poussières de ne pas entrer. Alors, au niveau de l'électricité, comme travaux, ce qu'il fallait faire à l'époque à Diamond, il n'y avait pas d'électricité, donc il a fallu tirer sur quelques kilomètres le fil électrique pour amener jusqu'à l'électricité, jusqu'à Diamond. Il faut savoir qu'on a aussi un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité, puisque les panneaux solaires ne nous fournissent pas assez d'énergie pour pouvoir faire fonctionner nos appareils. Et là, on a aussi formé spécifiquement des personnes. Donc là, vous avez la photo panoramique du POC de Diamond, donc vous pouvez voir que ça ressemble énormément à ce que vous avez à Marseille. Donc on vous transfère là-bas, normalement vous n'êtes pas dépaysé, vous devez être opérationnel. Donc voilà. Alors une petite différence au niveau de l'équipement, c'est à peu près le même. La seule chose qu'on a en plus, c'est notre pompe manuelle si un jour on n'a pas d'électricité pour pouvoir continuer à extraire nos ADN. Alors le coût total de ce projet inclut l'achat du matériel et l'installation sur place a été évalué à un peu moins de 160 000 euros. Alors une autre différence aussi, ça a été la fête d'inauguration qui était un peu plus différente par rapport ici. Je ne dirais pas plus festive, mais en tout cas, tout le monde en a bien profité. Donc voilà sur l'année dernière les principaux résultats qu'on a eu, c'est l'époque. Donc on a pu observer une augmentation du paludisme avec 27,6% de positifs parmi les patients traités, grippe A 7,8%, Rickettsia felis 3,5% de cas, borréliose 3,3%, fièvre Q 1,9% et la fièvre des tranchées, donc Bartonella quintana 1,7%. Et à savoir que pour Bartonella quintana, ce qu'on est aperçu, c'est que les patients, les poux, c'était des poux de tête qui étaient positifs à Bartonella quintana, donc c'était une transmission par poux de tête. Bon, quant à Trophée-Rivanucline, depuis que le boulanger est parti, il y en a pratiquement plus. Donc, en pratique, il est à l'heure actuelle important d'établir le répertoire des causes de fièvre en Afrique. Donc là, vous avez vu qu'on avait fait principalement les bactéries, qu'on commence à faire les parasites, il y aura aussi des virus à faire. Travailler en Afrique, ça impose un minimum de contraintes. Donc il faut toujours voir avec qui on travaille et vérifier la faisabilité de l'étude. Et surtout, il est impératif pour ces travaux de systématiquement inclure des groupes contrôle de sujets sains, prélevés en même temps que les patients et dans les mêmes zones et dans la même époque. Et donc, on a fait le transfert du POC au Sénégal, et je pense qu'avec le POC que développe Michel, on aura bientôt cette époque mobile en Afrique. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Ensuite.